le chapitre 5. C'est une rupture par rapport au chapitre précédent puisque nous abordons maintenant les circuits en courant alternatif. Jusqu'à présent, nous avions vu des sources de tension qui étaient des sources continues. Et dès lors que nous nous intéressons à des sources de tension qui sont maintenant alternatives, évidemment, il va y avoir des concepts nouveaux à introduire. Alors, nous pouvons dans un premier temps nous occuper un petit peu justement de ces sources. Ça va être un paragraphe que nous traitons uniquement sous forme qualitative, puisque du point de vue quantitatif, encore une fois, il faudrait regarder les arguments d'électromagnétisme. La première source de tension alternative, ce sont ce qu'on appelle les machines électriques. Ce sont des dispositifs électromécaniques, donc avec un rotor et un stator. Le rotor est mis en rotation par une source d'énergie mécanique, par exemple le vent pour une éolienne. Ça peut être une machine, un moteur thermique au diesel ou à l'essence pour les groupes électrogènes, peu importe. Et le rotor tourne dans une partie fixe de la machine qu'on appelle le stator, que vous avez ici sous les yeux. Et le principe est le suivant, la rotation de la pièce mécanique rotor, le rotor, donc rotor comme rotation, la rotation de ce rotor dans le stator, qui est statique, hein, qui est immobile, produit dans le ou les enroulements électriques qui sont disposés au stator une ou des tensions électriques. Alors il faut bien préciser que donc au niveau du rotor, il peut y avoir soit des aimants permanents, soit aussi des enroulements alimentés par un courant. Et au niveau du stator, en général, c'est un ou des enroulements qui sont disposés au stator et qui produisent donc ces tensions alternatives. Donc ici, encore une fois, il s'agit juste de poser un peu le vocabulaire, mais nous ne disons rien sur le phénomène physique qui est à l'origine de cet effet. Et le phénomène physique, c'est l'induction électromagnétique qui correspond à un cours de physique d'électromagnétisme. Pour ce qui est des puissances, alors ça peut aller de quelques watts, voire moins, à plusieurs mégawatts. Donc ici, on a un très très large panel de puissances. Et dans les grandes centrales nucléaires, les alternateurs utilisés ont des puissances de plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts. Toujours pour les grandes puissances, encore une fois, c'est plutôt du vocabulaire ou de la culture. Pour ces grandes puissances, la machine, en fait, produit des tensions triphasé, c'est-à-dire qu'au niveau du stator, il y a trois enroulements qui sont disposés mécaniquement avec des angles bien précis, et les tensions qui sont produites sont déphasées les unes par rapport aux autres, en fait de 2 pi sur 3, puisqu'on dispose trois enroulements qui sont répartis sur les 2 pi radians. Et ces machines existent en fait depuis la fin du 19e siècle. Ici, vous avez une vue qui correspond en fait à une machine du 19e. Et puis, c'est toujours cette technologie qui est utilisée ici dans un gros alternateur EDF. Hein, la source ici, c'est EDF, dans une centrale nucléaire. Donc, pour des puissances absolument considérables. Mais tout ça, évidemment, relève plutôt d'un cours d'électrotechnique, un petit peu hors sujet par rapport à ce cours-là. Mais c'est quand même nécessaire de poser un peu culturellement ces principes-là. Alors, la deuxième grande source de tension alternative, c'est les onduleurs. Alors, les onduleurs, c'est des sources beaucoup plus récentes, ce qu'on appelle des convertisseurs statiques, parce que là, il n'y a pas de pièces en mouvement. Il y a en fait uniquement des composants électroniques, et à partir d'une source de tension continue, une batterie ou un panneau photovoltaïque, on génère une tension alternative, mais ça se passe en fait uniquement avec des composants électroniques, et ce sont les composants électroniques qui dessinent une tension alternative à partir d'une tension continue. Et tout ça relève d'une discipline qu'on appelle l'électronique de puissance, hein, c'est des composants électroniques utilisés pour faire de la génération de puissance, encore une fois, qui est un petit peu hors sujet dans ce cours d'introduction à l'électrocinétique. Alors toujours dans le chapitre 5, le paragraphe 2 à présent, tension et courant alternatif. Alors instantané. Dès lors qu'on a une source de tension qui n'est plus continue, bien sûr, les lois électriques que nous avions écrites jusqu'ici, évidemment, doivent être éventuellement un peu adaptées, ou en tout cas revues et éventuellement corrigées. Alors, on va partir d'un circuit RLC qui n'est jamais qu'un exemple, c'est jamais qu'un exemple,
mais c'est pour fixer les idées, et tout ce que nous dirons vaudra quel que soit le circuit. Donc nous utilisons le dipôle RLC série, mais cette fois-ci, la tension qu'on utilise, en fait, c'est plus une tension E de T égale grand E, une constante, mais c'est une tension que j'écris ici, E de T est égal à grand E, donc une constante, fois cosinus oméga T. Alors, cosinus oméga T, c'est une fonction mathématique que vous connaissez bien tous, qui alterne entre moins 1 et plus 1, et le grand E, c'est l'amplitude de ce cosinus. Et donc, on va admettre pour l'heure que eh bien, cette tension alternative génère un courant I de T dans le dipôle RLC, la mise en série des trois composants qu'on appelle dipôle RLC. Et il s'agit d'admettre un peu, même si on va donner quelques arguments un peu qualitatifs, que si le circuit est linéaire, si le circuit utilisé est linéaire, c'est le cas ici, en fait, on va admettre que toutes les grandeurs électriques, courant et tension, ici il y a un seul courant, mais toutes les tensions au bord des trois composants, en fait, vont osciller à la même pulsation que la source, qui oscille à la pulsation oméga. Donc je répète, parce que c'est vraiment fondamental. Si le circuit est linéaire, c'est le cas ici, et on va donner un peu les conditions de cette linéarité, toutes les grandeurs électriques, courant et tension, oscillent à la même pulsation que la source, oméga, qui est égale à 2pi sur t, c'est la relation classique que vous avez entre pulsation en radians par seconde et grand T, la période du phénomène, est égale à 2πf, puisque f est égal à 1 sur t en Hertz, la fréquence en Hertz. Alors ça, c'est une formule, évidemment, enfin, c'est deux formules qu'il faut absolument maîtriser, elles sont toutes simples, mais importantes, simplement ici, donc, par exemple, pour une machine électrique qui tourne avec une période de révolution grand T, vous aurez dans certains cas, dans le cas le plus simple, une pulsation électrique, oméga est égale à 2pi sur t, t étant la période mécanique. Mais, là c'est important à comprendre, si toutes ces grandeurs électriques oscillent à la même pulsation oméga, en revanche, les grandeurs électriques sont en général déphasées les unes par rapport aux autres. Alors le déphasage, c'est un concept important sur lequel nous allons revenir dans un paragraphe et une vidéo ultérieure. Mais pour l'instant, on va juste donner une première, disons, formule ou égalité pour mettre en évidence un petit peu ce concept de déphasage. Alors on va d'abord tout de suite résoudre une question. Si j'écris E de t est égal à grand E fois cosinus oméga t, ça veut dire que, en fait, j'ai fait un choix d'origine. Un t égale 0. Ça veut dire que la tension E de t est maximale grand E à l'instant t égale 0. Ça correspond à faire un choix d'origine. Et un choix d'origine, c'est toujours arbitraire. Et si je pose E de t est égal à grand E fois cosinus oméga t, en général, le courant I de t qui circule dans ce dipôle, en fait, va être égal à grand IM fois cosinus oméga t plus phi. Ça veut dire que le courant est déphasé d'un angle phi par rapport à la tension I de t de la source. Et nous allons repréciser un peu comment il faut comprendre ce déphasage avec des illustrations diverses et variées, parce que ce concept de phase est vraiment central, on ne peut pas en faire l'économie, mais il est éventuellement un peu subtil. Et par expérience, nous savons bien, nous autres professeurs, qu'en général, il pose pas mal de soucis aux étudiants, donc il va falloir qu'on revienne un peu sur ce concept de phase pour lui donner, autant que possible, une interprétation physique de manière à ce que vous puissiez vous l'approprier. Parce que dès qu'un concept est un peu confus, obscur, on a du mal à s'approprier. Donc on va passer la vidéo suivante à redéfinir un peu et à donner une signification physique à ce concept de phase. Alors, en général, on choisit une des grandeurs électriques qui sert de référence de phase, c'est-à-dire pour laquelle phi égale 0. Ici, c'est E de t est égal à grand E fois cosinus oméga t. Mais ça, c'est arbitraire. Ça correspond à dire que l'origine des temps, t égale 0, correspond à E de t égale 0, est égal à grand E, la tension maximale de la sinusoïde. Auquel cas, le courant phi va être déphasé, mais on aurait très bien pu choisir comme référence de phase le courant I. Auquel cas, on aurait eu I de t est égal à IM fois cosinus oméga t. À ce moment-là, c'est E de t qui aurait comporté un terme de phase. Donc tout ça, c'est assez arbitraire, et c'est ça notamment, c'est ce caractère un peu arbitraire qui peut poser un peu problème aux étudiants. Donc ici, phi, c'est le déphasage de I par rapport à E,
et qui est lié en fait à un choix d'origine des temps sur un plan très, très physique et, disons, plus facile à appréhender. Alors, donc, quand même un petit mot sur la linéarité. Alors, en fait, on va admettre, mais on va donner quand même un argument, sans faire une démonstration de mathématicien. On va admettre que les circuits qui sont construits à partir de sources alternatives et des trois dipôles R, résistance, L, inductance et C, condensateur, on va admettre que ces circuits-là sont des circuits linéaires. Mais on ne va pas faire une démonstration au sens la plus, disons, au sens le plus strict possible, mais on va quand même donner un argument. Et je pense que cet argument devrait vous satisfaire si vous suivez un cours de maths dans lequel le concept de linéarité est relativement bien exposé, même si pas toujours simple de faire le lien entre linéarité en maths et linéarité en physique. Alors en fait, ici, l'idée donc de cet argument un peu, comment dirais-je, argument solide, mais qui ne correspond pas non plus à une démonstration au sens strict, en fait, c'est l'idée que les relations courant-tension des trois composants R, L et C sont des relations linéaires. Alors on va les traiter toutes les trois pour s'en convaincre. Et ça devrait vous permettre de faire le lien entre linéarité mathématique et linéarité physique. Donc, on va commencer par la résistance. Donc, je prétends, et je vais montrer, que les relations courant-tension des trois composants sont linéaires. Donc, imaginez une résistance. C'est le composant le plus simple qu'on puisse imaginer, loi d'Ohm. Donc, je sais que U est égal à RI si, du moins, si le résisteur ou la résistance est représenté en convention récepteur. Si maintenant je double la tension, ben je multiplie à gauche et à droite par 2, ben du coup j'ai 2U égale 2RI, est égal à R fois 2I, ça veut dire que si j'ai U égale RI, alors à 2U correspond le courant 2I. Ça veut dire que si je double la tension, je double le courant. Ça c'est de la linéarité. Si j'ai une inductance, ben j'ai la relation courant-tension, c'est U est égal à L dI sur dt. Si je double la tension, donc je multiplie à gauche et à droite par 2, donc 2U est égal à 2L dI sur dt, j'ai juste fait mathématiquement ma multiplication des deux membres, mais 2L dI sur dt, je peux le réécrire L fois d sur dt de 2I, donc à 2U correspond 2I. J'ai doublé la tension, j'ai doublé le courant. C'est linéaire. Et enfin, le condensateur, alors bon, on va le faire, mais j'aurais très bien pu vous demander de faire ça en exercice. Alors, pour le condensateur, c'est un tout petit peu différent parce que la relation courant-tension, c'est I est égal à C dU sur dt. Donc là, je vais le faire à l'envers. Je vais doubler le courant. 2I est égal à 2 fois C dI sur dt. J'ai multiplié à gauche et à droite par 2. Mais je peux réécrire est égal à C fois d sur dt de 2U. Donc j'ai doublé le courant 2I. J'ai obtenu le double de la tension de U. C'est linéaire. Donc les composants sont linéaires. Et par conséquent, dès lors que c'est linéaire, on admet que toutes les grandeurs électriques oscillent à la même pulsation. En revanche, les différents courants et tensions sont déphasés les uns par rapport aux autres, et en particulier par rapport à une grandeur qu'on utilise comme référence de phase, ce qui correspond à faire un choix d'origine t égale 0, qui relève toujours d'un arbitraire, et ça vous choisissez comme bon vous semble. Et pour finir, on va affirmer aussi, c'est aussi un peu qualitatif, mais il faut faire confiance aux profs de temps en temps, on va admettre qu'en valeur instantanée, les lois de Kirchhoff et les grandes lois de l'électricité que nous avons vues jusqu'à présent restent valables en alternatif. Les relations courant-tension, la puissance instantanée P est égale à U fois I, et les lois de Kirchhoff, loi des mailles et loi des nœuds.